Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, avec les blocages ferroviaires que nous subissons, le Québec se retrouve dans une situation critique. Je le répète, il est impératif que le fédéral en fasse plus. Mais lorsqu'il est question de l'économie québécoise, on parle d'une compétence provinciale et c'est maintenant qu'il faut agir. D'ailleurs, dans les dernières heures, de nouvelles barricades ont été mises en place et une vague de mise à pied a malheureusement débuté. Les manufacturiers et exportateurs du Québec demandent de l'aide. Je cite, « Si le conflit n'est pas réglé d'ici demain, les lignes de production vont ralentir ou fermer et ça pourrait mener à d'autres mises à pied. » Le Conseil du patronat le dit haut et fort depuis plusieurs jours, chaque minute compte. Le premier ministre ne peut pas se contenter d'attendre que le conflit se règle. Il a la possibilité et le devoir d'aider nos entreprises et les Québécois directement touchés par cette crise. Il faut donc un plan d'action pour les aider. Et la première chose à faire, c'est d'offrir une aide financière immédiate pour aider nos entreprises à passer à travers la crise et après, on s'assurera que le fédéral paye sa part. Monsieur le Président, même lorsque les barricades seront levées, les conséquences se feront malheureusement sentir pendant plusieurs semaines. Est-ce que le premier ministre va mettre en place dès maintenant une aide financière afin de soutenir les entreprises et les travailleurs touchés par cette crise? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, content d'entendre le chef du Parti libéral dire, et je répète ces mots, il est impératif que le fédéral en fasse plus. Monsieur le Président, principal problème, le nœud du problème est à Belleville, en Ontario. C'est là qu'il est le centre nerveux pour tout l'Est du Canada pour les chemins de fer. Là où j'ai un différent avec le chef du Parti libéral nous dit que la priorité, c'est de donner de l'argent aux compagnies. Actuellement, on est en contact, mes collègues, les ministres, économie, transport, les différents ministères concernés, ressources naturelles, donc et j'en oublie, sont en contact avec les entreprises. Ce que veulent les entreprises, c'est qu'on les aide à trouver des chemins de fer alternatifs. Donc, dans certains cas, les chemins de fer appartiennent pas au CN, donc on travaille à les aider à trouver des voies alternatives. Ce qu'ils veulent aussi, puis on le fait avec l'Association du camionnage, c'est qu'on les aide à trouver des camions pour transporter leurs marchandises par camion plutôt que par chemin de fer habituel. Donc, contrairement au Parti libéral, je pense qu'il y a peut-être une mauvaise vision. Là. Actuellement, ce n'est pas de l'argent qu'ils souhaitent avoir, c'est de l'aide pour le transport. Une fois que la crise sera réglée, on pourra évaluer les pertes et on pourra, avec le gouvernement fédéral, voir s'il y a des compensations qui peuvent être données aux entreprises. Mais actuellement, Monsieur le Président, la priorité, c'est d'aider les entreprises à transporter leurs marchandises. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on a appris là, que la GRC s'était, semble-t-il, retirée en Colombie-Britannique. Mais le premier ministre n'a quand même aucune idée actuellement quand les barricades seront levées. Et encore une fois, même si c'est fait, ça va prendre des jours avant de rétablir le transport habituel. C'est donc maintenant qu'il faut agir. Je trouve que le plan de match du premier ministre n'est pas très clair. Est-ce qu'il s'engage à supporter immédiatement les entreprises et les travailleurs qui appellent à l'aide? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est fait depuis longtemps. On discute. On a le secrétaire général, M. Ouellet, qui coordonne aussi tous les ministères. Donc, on fait tout ce qui est en notre possible pour aider les entreprises à transporter leurs marchandises. Monsieur le Président, je le répète, le problème est à Belleville, en Ontario. Même les gens de Kanawake nous disent, une fois que c'est réglé à Belleville, en Ontario, on va être capable facilement de régler ça ici au Québec. Donc, évidemment, on pourra en discuter ici pendant des heures, mais on n'a pas de compétences pour régler un problème à Belleville, en Ontario. C'est pour ça que M. Trudeau doit déposer un plan. Je suis content de voir l'appui du Parti libéral du Québec. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous savez, Monsieur le Président, hier, les propos du premier ministre ont été abondamment dénoncés, même par le Bloc québécois. Au lieu de prendre ses responsabilités en soutenant les Québécois et les entreprises, que le premier ministre a dit,
on va jouer la ligne dure avec l'armée et la police. Ma question est simple. Allez-vous vraiment utiliser l'appel aujourd'hui pour convaincre vos homologues que la solution, c'est la force? Monsieur le Premier ministre. Bon, Monsieur le Président, difficile à suivre, le Parti libéral du Québec. Maintenant, il dit qu'il appuie le Bloc québécois. Monsieur le Président, j'ai eu une conversation téléphonique avec tous les autres premiers ministres des autres provinces et plusieurs d'entre eux sont d'accord avec la proposition que j'ai faite hier, c'est-à-dire de fixer un échéancier et si l'échéancier n'est pas respecté, oui, de faire intervenir la police. Je ne sais pas si le chef du Parti libéral est en train de nous dire qu'il n'est pas d'accord avec ça, qu'il est plutôt d'accord avec le Bloc québécois. Dur à suivre, le Parti libéral. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce qui est clair, c'est que le Québec doit agir pour soutenir nos entreprises et pour protéger la population qui s'attend d'ailleurs à ce qu'il y ait moins de choses dans les épiceries durant la fin de semaine. Il faut donc trouver des solutions. Il pourrait travailler sur la crise du propane. Et en fait, ce qui devrait être clair et ce qui devrait être compris de tous, c'est qu'il faut un plan. Vous pouvez agir. Est-ce que vous allez le faire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de difficultés à suivre le chef du Parti libéral. Il nous dit que le Québec doit agir. Le problème de congestion au port de Montréal est créé par un problème à Belleville, en Ontario. Il nous parle du propane. Il devrait s'informer. Il reste 6 jours d'inventaire pour le propane pour les entreprises du Québec. Donc, j'essaie de suivre le chef du Parti libéral. J'ai beaucoup de difficultés, Monsieur le Président. Question principale, s'il vous plaît. La parole appartient au député d'Apinière. Monsieur le Président, le troisième lien jusqu'à nouvel ordre, c'est un tunnel qui va passer sous le fleuve. Et il est parfaitement normal qu'on fasse des forages pour déterminer la qualité du sol. C'est ce qui a été fait en septembre dernier. Connaissant l'habituelle transparence du ministre des Transports, on n'a jamais entendu parler des résultats des forages. Bon sol, mauvais sol, on ne le sait pas. Vendredi dernier, le Journal du Québec, Monsieur le Président, rapportait un appel d'offres pour faire de nouveaux tests et de nouveaux forages à Québec, à Lévis, dans le fleuve. Surprise, ces tests-là, Monsieur le Président, vont se faire sur une grande surface, notamment bien au-delà à l'est que le tracé abandonné de l'est et bien avant le tracé actuellement proposé. Monsieur le Président, en plus, ces tests-là vont se faire sur 3 ans. Alors, question première, pourquoi des forages, des tests? Monsieur le ministre des Transports, à vous la parole. Monsieur le Président, je sais que le député de Lapinière cherche tous les moyens possibles de poser des questions pour essayer de démontrer que le projet n'est pas bon. Je pense que le Parti libéral du Québec démontre depuis des semaines et des semaines qu'ils sont contre le tunnel Québec-Lévis. De me questionner aujourd'hui sur des forages. Ben oui, il y a des forages qui vont se faire parce qu'on va construire un tunnel. Rien de plus normal. Maintenant, si ça vous inquiète sur la zone, ben non. On fait le travail que les ingénieurs doivent faire pour construire un tunnel futur. Alors, Monsieur le député de Lapinière, Monsieur le Président, le Parti libéral n'a pas à s'inquiéter. En temps et lieu, comme je l'ai mentionné maintes et maintes fois, il peut se relever demain, de reposer les mêmes questions. En temps et lieu, vous aurez les réponses à vos questions. Je souhaite juste qu'une chose, vous puissiez vous réjouir de voir la place qu'on fait au transport en commun, au transport collectif dans ce tunnel, et de voir que les 2 principaux maires, le maire de Québec et le maire de Lévis, sont d'accord avec ce nouveau tracé. Monsieur le député d'Apinière, pour votre complémentaire. Monsieur le Président, là, moi, là, que je sois ingénieur, mécanicien, médecin, si je fais des tests et que les résultats ne sont pas concluants, je vais en faire d'autres, ne serait-ce que par sécurité. Pour un tunnel, je vais les faire sur le tracé du tunnel. Ici, là, c'est à peu près toute la région de Québec, là. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ça se pourrait que, à cause des résultats des forages de septembre, peut-être pour des raisons sismiques, qu'il y ait un enjeu de sécurité qui ait été soulevé? Monsieur le ministre des Transports, à vous la parole. Monsieur le Président, on va laisser les ingénieurs
faire leur travail. On a dévoilé un nouveau tracé, voilà un mois déjà. Semaine après semaine, le député de Lapinière cherche des choses, comment on pourrait faire dérailler le projet, comment on pourrait questionner le ministre pour faire dérailler. C'est exactement le travail du parti. Je veux simplement prendre 2 secondes pour vous dire, et compte tenu de tout ce qui a été dit, de faire attention notamment sur les termes que l'on utilise, sur les propos que l'on porte également. Continuez, Monsieur le ministre des Transports, mais soyons prudents. Depuis le départ de Sébastien Proulx, il n'y a plus personne au Parti libéral du Québec qui appuie le tunnel Québec-Lévis. On a la plus belle preuve. Semaine après semaine, le député de Lapinière se lève, essaie de trouver un moyen de poser des questions puis de trouver si vraiment ça fonctionne. On fait des forages parce qu'on construit un tunnel. Monsieur le député de Lapinière, votre deuxième complémentaire. J'ai feuilleté le document de réforme parlementaire. J'ai remarqué que répondre aux questions, ça ne faisait pas partie de la réforme. Alors, Monsieur le Président, ma dernière question, là. Sachant que le contrat qui est donné, Monsieur le Président, il est donné sur une période de 3 ans, et sachant que tout ce qu'on recherche, c'est de savoir dans l'espace et dans le temps où est-ce qu'il s'en va, le ministre, et sachant que le contrat est sur 3 ans, est-ce que la première pelleté-temps va se faire après avoir les résultats de Monsieur tous les... le ministre des Transports. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné maintes et maintes fois dans cette Chambre et publiquement, la première pelletée de serre se fera à l'automne 2022. Je veux rassurer encore une fois le député de Lapinière sur ce tunnel Québec-Lévis, sur le fait que la Ville de Québec, la Ville de Lévis se réjouissent de voir la part du transport collectif que l'on met, et surtout des connexions que nous aurons avec le transport structurant de la Ville de Québec et de Lévis. C'est de ça que le Parti libéral devrait me parler. Pas me questionner semaine après semaine à savoir pourquoi on fait des forages, mais parce qu'on construit un tunnel. C'est aussi simple que ça. Donc, en temps et lieu, vous aurez toutes les informations. Question principale. La parole n'appartient qu'au leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président. Ce n'est pas la première fois que vous me voyez me lever pour questionner la ministre de la Justice quant à la nécessité d'hausser les tarifs d'aide juridique. Au Québec, les personnes, les familles qui ont un faible revenu ont un droit à l'aide juridique. Ils ont le droit, eux aussi, d'avoir accès au service d'un avocat, d'une avocate pour défendre leurs droits devant les tribunaux. Le constat est clair et il y a une sortie médiatique mardi matin avec les représentants des associations des avocats de pratique privée en aide juridique. 2 constats, il faut hausser le tarif. En campagne électorale, c'était un enjeu très clair, c'était 52 millions. Le leader du gouvernement, à l'époque candidat, avait promis qu'il allait bonifier et régler la situation. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, Monsieur le Président, c'est de revoir la grille de ce qui est couvert et de ce qui n'est pas couvert. En ce sens-là, la ministre nous a déjà dit que le dossier était rendu au Trésor. Est-ce qu'elle peut récupérer le dossier? Parce que ça n'avance pas, c'est au point mort. Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, je suis, à l'instar de mon collègue, très consciente. Mon gouvernement, notre gouvernement est très conscient également du rôle important qui est joué par les avocats de pratique privée qui acceptent des mandats d'aide juridique. L'aide juridique au Québec est un des fondements de l'accès à la justice, que ce soit par le biais des permanents de l'aide juridique ou par le biais des avocats en pratique privée qui acceptent des mandats d'aide juridique. Beaucoup de choses, effectivement, sont quelques enjeux, je dirais, par rapport aux tarifs et des enjeux que nous allons régler. Oui, nous allons bonifier les tarifs. Je ne ferai pas la négociation sur la place publique, on ne parlera pas de chiffres, mais jusqu'à présent, les offres qui ont été déposées par notre gouvernement sont les offres les plus importantes qui ont été déposées dans l'histoire de la négociation des tarifs. Le président du barreau l'a même mentionné dans une lettre. Donc, il y a plusieurs choses par rapport à la structure. Il y a également la structure administrative du tarif. Quand on parle des considérations spéciales, des moments de paiement, et je me suis engagée auprès des barreaux de section, auprès des associations, avec qui le dialogue continue, à revoir également cette structure. Première complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je suis extrêmement surpris que la ministre parle du qualificatif que le barreau a collé à l'offre du gouvernement. Dans juillet dernier, depuis ce temps-là, les négociations sont au point mort. En juillet dernier, le barreau, et je le cite, avait qualifié les offres qu'elle vient de dire que le barreau a dit que c'était important. Je le cite, « Les offres financières faites par le gouvernement sont dérisoires ». Fin de la citation.
Si ce que le barreau qualifie de dérisoire pour la ministre est important, on n'est pas prêt de régler le dossier. Allez-vous vous en occuper? Ministre de la Justice. Merci, M. le Président. On s'occupe de ces dossiers-là. On est, malgré le fait que le barreau a quitté la table de négociation, les échanges demeurent continus. Un des gros irritants du tarif d'aide juridique présentement, c'est la structure elle-même, surtout par rapport aux considérations spéciales, aux délais de paiement. Les avocats, présentement, font des dossiers d'importance et ne sont payés qu'à la fin. On en est très conscient. Les discussions qu'on a présentement avec les barreaux de section sont à l'effet de pouvoir mettre en place un comité pour être capable de discuter du tarif. Maintenant, pour ce qui est des augmentations du tarif, nous allons respecter notre promesse et faire des offres substantielles, mais je ne négocierai pas en cette Chambre. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader de position officielle. Monsieur le Président, je ne comprends pas du tout la ministre. Elle vient de nous dire une chose et son contraire. Elle dit, malgré le fait que le barreau a quitté la table de négociation, c'est la partie qui est devant eux, ils ont quitté la table, elle dit les échanges continuent. Je parle au barreau et ils me disent que depuis des mois, c'est fini, il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de discussion. La dernière fois que j'ai posé la question, c'était en novembre, c'était le président du Conseil du Trésor qui s'est levé et a dit on ne va pas négocier sur la place publique. Il n'y a pas de négociation. Il y a un cri du cœur. On parle ici aux plus démunis de notre société qui veulent avoir accès à la justice. Va-t-elle prendre ses responsabilités? Madame la ministre de la Justice. Plusieurs intervenants dans ce dossier, Monsieur le Président. Nous continuons à discuter avec les intervenants dans ce dossier. Nous sommes conscients des problèmes. Nous allons régler la situation. La dernière offre était loin d'être dérisoire. D'ailleurs, c'est, encore une fois, je le dis, c'est la meilleure offre qui a été faite par tout gouvernement précédent confondu. Alors, nous ne négocierons pas sur la place publique, mais les échanges continuent. Question principale, Madame la députée de Joliette. Voici ce que disait le premier ministre en 2018. Être enseignant, ça devrait être l'un des métiers les plus prestigieux. Ça fait partie de notre programme d'augmenter de 20 % le salaire des enseignants. Le ministre de l'Éducation, au début de son mandat, « Je serai un ministre à l'écoute qui ne décidera pas seul ». En mai, il ajoutait « L'idée, c'est pas de contraindre la profession, c'est de la valoriser ». Eh bien, ces beaux discours qui avaient suscité l'espoir ont fait place à la déception, à l'imposition, au bâillon. Parce qu'on a assisté au cours des dernières semaines à une transformation extrême, avec un ministre qui a ignoré les demandes des enseignants, un premier ministre qui a déclaré que les journées pédagogiques étaient de journées de congé pour les enseignants, avec des offres patronales qui sont passées d'un engagement de 20 % à 7 % sur 5 ans. Est-ce que le ministre peut tout simplement s'excuser auprès des enseignants et enseignantes pour fausse représentation? Soyons prudents sur les termes. Encore une fois, je l'ai dit, je le soumets. N'utilisons pas des termes comme ceux-ci. Madame la députée, vous êtes au courant. Je vous demande d'être prudente et de ne pas utiliser ces termes. Vous le savez fort bien, Monsieur le ministre de l'Éducation. Si bien, Monsieur le Président. Le Premier ministre le dit très souvent, tous les engagements que nous avons pris en campagne électorale, nous allons les respecter. Celui de valoriser la profession enseignante et de la reconnaître, on va le respecter aussi. C'est commencé. D'ailleurs, il y a des éléments dans la loi 40 qui vont directement dans cette direction-là. Pour la première fois, on l'a inscrit dans la loi. On reconnaît que les enseignants sont les experts de la pédagogie. On est venu faire ce que les derniers gouvernements n'ont jamais fait. On est venu baliser l'évaluation des apprentissages des élèves en disant que personne d'autre qu'un enseignant ne pouvait inscrire une note. C'est une avancée très importante. On est venu mettre aussi dans la loi quelque chose qui n'avait jamais été fait par les précédents gouvernements, dire qu'il fallait évidemment consulter les enseignants quand il y avait la notion de passage d'un ordre à l'autre. Figurez-vous que dans la loi votée par les précédents gouvernements, on devait consulter à peu près n'importe qui, sauf les enseignants. Ils n'étaient même pas inclus dans la réflexion sur la passation d'un ordre à l'autre quand les élèves ont des difficultés scolaires. Et ça, ce n'est que quelques-uns des gestes qu'on a déjà posés et le meilleur est à venir. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. On sait tous maintenant, Monsieur le Président, que le projet de loi 40 a imposé des conditions aux enseignants. Sur le sujet spécifique de la formation, le ministre déclarait pourtant pas plus tard qu'en mai. Ce sera quelque chose qu'on ne va pas imposer unilatéralement, qui va faire partie de la prochaine négociation. Comment le ministre peut-il réconcilier ses déclarations passées avec ses attitudes d'aujourd'hui? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la négociation est à peine enclenchée.
ne va pas négocier ici au Salon Bleu, mais la négociation est à peine enclenchée. Et déjà, il y a des gens dans cette salle qui galvaudent des informations à valider. Il y a des mises au point qui doivent être faites. Certaines ont été faites cette semaine, notamment sur la taille des groupes ou sur le fait qu'on allait bien sûr reconnaître, et mieux encore que ce qui se fait en ce moment, les besoins particuliers et pondérer les enfants en fonction des besoins qu'ils ont pour reconnaître le travail des enseignants. J'en suis convaincu, la profession enseignante va avancer dans ce mandat comme elle n'a jamais avancé. Deuxième complémentaire, Madame la députée Joliette. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas m'accuser de galvauder, c'est les propositions patronales. Donc, j'aimerais qu'on fasse référence aux pages 5 et 7 où on parle ainsi des enseignants, l'utilisation optimale du personnel enseignant, l'utilisation des enseignants. C'est comme ça qu'on parle des enseignants dans le dépôt patronal. Comment le ministre peut-il penser qu'il est capable de rétablir les ponts? Quel geste va-t-il poser concrètement, lui, le premier ministre de l'Éducation, qui est un enseignant, pour dire à ses confrères que oui, il les respecte? Monsieur le ministre de l'Éducation. Je remercie ma collègue de rappeler que je suis un enseignant et que ce n'est pas un titre qu'on perd parce qu'on devient ministre, de la même façon qu'on reste notaire ou avocat ou médecin quand on accède à certaines fonctions. Les discussions qu'on a avec les centrales syndicales n'ont jamais arrêté. On va continuer de travailler avec nos partenaires. Il y a des choses qui vont changer. Le dépôt de l'offre patronale n'est pas la conclusion. Il y a des choses qui vont changer. Bien sûr que les mots qui sont là ne seront pas les mots qui seront à la fin, au moment où on signera les conventions. C'est comme ça que ça fonctionne. Le dialogue est établi, jamais il ne sera brisé entre... Question principale, et je vous demande à tous votre attention. Madame la députée de Jean-Lesage, Tachereau, je m'excuse, tout près. En étudiant la nouvelle mouture du projet de troisième lien, je me suis dit, bon, OK, il y a du transport en commun, comme c'était prévu depuis le début, mais là, j'ai fait, non! Il y a encore une autoroute dans le tunnel. Je me suis dit, c'est drôle. C'est comme si le ministre des Transports comprenait pas la notion de trafic induit. Puis je me suis dit, ben non, ça se peut pas. C'est le ministre des Transports, c'est sûr qu'il connaît intimement le concept de trafic induit quand il y a un ajout d'autoroute, qui explique assez bien comment, finalement, le trafic se crée dans la vie. Donc, je me suis dit que je pourrais demander ce matin que le ministre nous vulgarise, dans ses mots, évidemment, c'est quoi ce concept-là de trafic induit? Donc, ma question pour le ministre des Transports, qu'est-ce que le trafic induit en ce qui a trait à l'ajout de nouvelles autoroutes? Monsieur le ministre des Transports, s'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au ministre des Transports. Président, en tout respect pour les oppositions, il y a un blocus ferroviaire. Il y a un accident sur la 15. Puis ce matin, on me pose des questions sur le tunnel Québec-Lévis. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous le savez fort bien, mais s'il vous plaît, monsieur le député, je vous entends clairement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, la parole vous appartient. Je vous demande à tous de vous calmer. Vous le savez, toute question est légitime, monsieur le ministre. C'est une question qui est posée, il y a une réponse. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je l'ai dit en tout respect, monsieur le président. Ça ne change rien. En tout respect. Monsieur le président. Monsieur le député de la Pinière, s'il vous plaît. Là, je vous entends très fort. Il y a des choses que vous dites. Je ne veux pas que ça se répète, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, on a dévoilé le deuxième tracé, voilà un mois et demi déjà. On a fait plus de place pour le transport en commun, le transport collectif. On a présenté le projet au maire de Québec, au maire de Lévis, et les principaux maires se sont réjouis, grandement, parce qu'on se connecte au réseau structurant, parce qu'il y aura plus d'achalandage. On se connecte aussi au réseau de la ville de Lévis. Je pense que la députée de Tachereau devrait se réjouir. C'est la première chose à quoi je me serais attendu. Maintenant, il y avait des interrogations, des inquiétudes pour certains pour la sortie dans Saint-Roch. J'ai discuté avec le maire de Québec. Je pense l'avoir rassuré sur la sortie aussi, donc sur Laurentien. On va travailler avec les ingénieurs, avec les personnes ressources pour être capable d'avoir le meilleur
trajet, le meilleur tunnel pour être capable de répondre, encore une fois, au transport collectif. Et je m'attends Première complémentaire, Madame la députée de Taschereau. Donc, on a parlé de blocus ferroviaire, de peut-être revoir le tracé, qu'il y avait plus de place au transport collectif. Non, on ne savait pas c'était quoi la place du transport collectif. Là, on le sait un petit peu plus. Que les maires sont contents, que la députée de Taschereau devait se réjouir et du lieu où il va sortir, mais j'ai pas eu la vulgarisation de c'est quoi le trafic induit en ce qui a trait à l'ajout de nouvelles autoroutes. De la part d'un ministre des Transports, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse avoir la définition de ce concept de base et s'assurer qu'il fasse partie de ses réflexions sur tout. Monsieur le ministre des Transports, s'il vous plaît, monsieur le député de la Pelletrie, je vous demanderai de ne pas interférer. La question a été posée au ministre des Transports, il a la parole. Je pense qu'il faudrait que l'on connaît tous, alors évitez ceci. Monsieur le ministre des Transports, à vous la parole, je vous demande le silence. Je l'ai dit, Monsieur le Président, une question du député de Lapinière, que la gestion dynamique des voies sera étudiée par le ministère des Transports pour être capable, encore une fois, d'optimiser le transport des usagers, du transport collectif et des véhicules. On ne fait pas la guerre comme vous, aux automobilistes. C'est pas ça le but. C'est de permettre, encore une fois, une meilleure fluidité et de s'assurer qu'on va répondre grandement aux besoins des usagers pour changer leur comportement et d'être capable de dire aux gens, vous avez une offre additionnelle qui est intéressante, laissez peut-être un véhicule à la maison, utiliser le transport collectif pour répondre à 3 points, durée, coût, confort. Madame la députée. Monsieur le Président, je suis tanné qu'on nous dise qu'on fait la guerre aux automobilistes. Et là, je vais expliquer c'est quoi le trafic induit. Quand le troisième lien va exister, s'il existe, les condos et les nouveaux développements vont pousser comme des champignons à Lévis. Ça, c'est tous des automobilistes de plus qui vont prendre le tunnel, qui vont surgir direct dans le centre-ville de Québec, qui vont bypasser tous les automobilistes du nord de la ville. Là, on parle de Charlebourg, de Chauveau, de Vanier. Tiens, toutes des gens qui ont voté pour la CAQ aux dernières élections. Comment est-ce que le ministre va être capable d'expliquer ça à ses électeurs? Monsieur le ministre des Transports, la parole vous appartient. Les électeurs les villes de Québec et de Lévis, je pense que vous avez lu comme moi, Monsieur le Président, que les principaux maires se sont réjouis. J'ai dit que ce projet, c'est un projet pour tout l'Est du Québec. On fait une place encore plus importante au transport collectif. C'est de ça qu'elle devrait me questionner, me dire « Bravo! Est-ce qu'on peut faire encore plus? Peut-être. On se connecte au réseau structurant? Bravo! On se connecte au réseau de la ville de Lévis? Bravo! La portée même du phare, le maire l'a mentionné, le projet du phare va changer parce que le tunnel se connecte au réseau structurant. Alors, il y a des gains majeurs pour le transport collectif. Et non, on ne fera pas la guerre aux automobilistes. Oui, il y aura peut-être la gestion dynamique des voies, mais laissez-nous le temps d'y travailler pour être capable de déposer le meilleur. Question Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, comme vous le savez, le passage de l'école secondaire vers la vie cégepienne peut être difficile. On souhaite à tous nos étudiants de réussir. Par contre, en situation d'échec, par règlement, c'est prévu que les étudiants peuvent être suspendus. Ce règlement est appliqué à tous les étudiants de façon égale. Malheureusement, dans la vie, ce ne sont pas tous les étudiants qui sont égaux. Il y en a aussi qui arrivent avec différents bagages, troubles d'apprentissage et un handicap et un diagnostic, différents diagnostics. Alors, pour ces jeunes étudiants, le ministre, lorsqu'il était dans l'opposition, avait déposé une motion. Il avait dit qu'il fallait agir rapidement, que dès la prochaine rentrée scolaire, ça devait être changé par règlement. La bonne nouvelle, Monsieur le Président, il y a déjà eu une rentrée scolaire. Un règlement, ça change. Pas besoin de faire de consultation, c'est déjà consulté. Pas besoin même de bâillon, il peut le faire tout seul. Alors, pourquoi que ce n'est pas déjà fait si c'était si facile dans l'opposition? Monsieur le ministre de l'Éducation. Le collègue a raison de parler des élèves qui ont des étudiants maintenant qui ont des besoins particuliers au collégial. Il n'y a pas si longtemps, ces jeunes-là, on ne les diplômait jamais dans les écoles secondaires ou très, très, très rarement. Maintenant, c'est pas encore parfait, c'est bien loin de là, mais il y a quand même plusieurs jeunes qui ont des difficultés scolaires qui réussissent maintenant leur diplôme d'études secondaires directement ou en formation professionnelle et qui accèdent maintenant au cégep. Il faut les aider, ces jeunes-là, encore. C'est pas parce qu'ils arrivent au cégep qu'ils ont plus besoin de ressources professionnelles, qu'ils ont plus besoin de modalités d'accompagnement. Les cégeps ont accueilli ces jeunes-là avant que les ressources professionnelles n'arrivent dans les cégeps. Ils ont fait au mieux, bien sûr, mais ils n'étaient pas équipés. Ça a commencé à arriver, les professionnels, il y a 2 ans.
Cette année, il y en a plus, puisqu'on a revu la formule de financement des cégeps. On les a mieux financés et plus financés. Donc, il y a de l'arrivée de 109, d'énergie, de professionnels dans les cégeps pour accroître le taux de réussite de tous les étudiants, ceux qui ont des besoins particuliers comme les autres. Pour ce qui est de la question des modalités pour les jeunes, j'y reviens à la prochaine question. Première complémentaire, Madame la députée, à vous la parole. Prise 2. Alors, le règlement des études, qui a été écrit pas par n'importe qui, par le premier ministre lorsqu'il était ministre de l'Éducation, prévoit qu'un étudiant peut être suspendu. Et ce, peu importe sa condition. Maintenant, le ministre de l'Éducation, lorsqu'il était député dans l'opposition, a écrit une motion. Et j'en suis avec lui qu'effectivement, il faut agir. Maintenant, il a dit qu'on peut le faire rapidement. Alors, je l'attends, son règlement. Pourquoi il ne l'a pas déjà fait? Il a dit que c'était la dernière rentrée scolaire, que ça devait être agi comme ça pour les étudiants avec des vulnérabilités. Monsieur le ministre de l'Éducation. Ma collègue soulève un point intéressant, c'est de donner la latitude au cégep, de ne pas faire du mur à mur, d'avoir une réglementation qui donne plus de flexibilité. C'est quelque chose sur lequel on va se pencher parce qu'il faut laisser les gens qui sont dans les cégeps, qui connaissent les élèves, les étudiants, avoir le plus de latitude possible. Par contre, c'est pas un bar ouvert. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, des normes doivent s'appliquer. Puis on ne peut pas échouer session après session, 100% de nos cours et se réinscrire ad vitam aeternam. Donc, il y a une balance des inconvénients à faire, mais je suis d'accord avec ma collègue qu'il y a des normes à revoir, puis on va s'y attabler. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Wow! Là, Monsieur le Président, là, non, c'est pas ça qu'il a dit dans l'opposition. Il a fait des entrevues. Il a même amené avec lui un étudiant là, qui était dans cette condition-là. Moi, ce que j'entends, c'est que mardi, j'ai parlé de la voix des parents d'enfants avec un handicap. Mercredi, j'ai parlé des enseignants qui sont à bout de souffle parce qu'ils ont beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage, HDA dans leur classe. J'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, je parle pas n'importe qui, je parle des étudiants avec un handicap que lui-même a défendu le 8 février 2018. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, ça prend plus que 16 mois, 17 mois, 18 mois pour réparer des années d'errance en gouvernance scolaire. S'il vous plaît. Ils ont mis des professionnels à la porte, nous en avons embauché. Ils ont traité les écoles comme des succursales de commission scolaire, nous leur donnons de l'autonomie. Ils ont sous-financé le réseau collégial, on le finance mieux et plus. Donc, chaque année qui passe, le réseau se porte mieux d'avoir élu ce gouvernement de la Coalition Avenir Québec, un gouvernement qui fait de l'éducation une vraie priorité. Enfin. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Les indemnités de déplacement et de séjour pour les patients en région qui reçoivent des soins de santé à l'extérieur ne reflètent pas les coûts réels déboursés. Et ça, c'est un euphémisme. Sans même comptabiliser les 200 premiers kilomètres parcourus pour aller se faire soigner, c'est aux frais des patients, voici les indemnités qui sont versées. 13 cents pour des patients, 46 cents ou 47 cents pour les fonctionnaires, 86 cents du kilomètre pour les médecins. Qui est au centre des préoccupations du système, Monsieur le Président? Pour les indemnités de repas, on parle de 12,75 $, 46 $ pour un fonctionnaire. Quand on vient des Îles-de-la-Madeleine, il faut choisir entre le taxi pour aller à l'hôpital ou une indemnité de séjour. Les frais de séjour, d'ailleurs, sont couverts pour 3 jours seulement, alors que souvent les séjours s'étendent pour plusieurs semaines. Est-ce que la ministre trouve cette situation-là normale et qu'est-ce qu'elle entend faire? Est-ce qu'elle peut agir pour le prochain budget? Je vais vous demander, juste avant la réponse, y a-t-il consentement pour dépôt de documents que souhaitait déposer Mme la députée de Saint-Laurent? Consentement, excellent. Réponse, s'il vous plaît, de la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, moi, je suis très, très sensible au point que soulève mon collègue député des Îles-de-la-Madeleine. D'ailleurs, je suis allée aux Îles-de-la-Madeleine et je suis allée dans la plupart des régions du Québec. Et dans les régions où, effectivement, les personnes doivent se déplacer pour aller recevoir certains services à distance, on m'a parlé de cette problématique. D'ailleurs, hier, je rencontrais des gens de la Matapédia, Monsieur le Président, qui m'ont parlé exactement de cette problématique. Et d'autres députés, d'ailleurs, des oppositions, m'ont sensibilisé avec raison à cette problématique. En fait, la politique de déplacement des usagers, à date de 2011, Monsieur le Président, ça fait 9 ans
qu'elle n'a pas été révisée. Ça n'a pas été fait par le gouvernement précédent non plus. Alors, ça fait bien trop longtemps. Nous, effectivement, on a commencé des travaux au ministère et on veut se pencher sur cette situation parce qu'effectivement, on a besoin de reviser cette politique et il faut soutenir davantage les personnes qui doivent se déplacer pour recevoir des services à distance. Monsieur le député, première complémentaire. Monsieur le Président, on fait vraiment face aujourd'hui à un cas de disparité incroyable. On a 2 catégories de citoyens quand il vient le temps de se faire soigner au Québec. Et nos demandes ont été déposées à la ministre en avril dernier. Ça suffit de blâmer les années libérales. La ministre est la seule pilote à bord. Pendant qu'elle réfléchit, eh bien, les patients couvrent eux-mêmes leurs frais de déplacement et de séjour et s'endettent pour se faire soigner. Est-ce que la ministre peut s'engager aujourd'hui à bonifier les indemnités dès le prochain budget? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, certainement, Monsieur le Président, qu'on va vouloir améliorer la situation pour les personnes qui doivent se déplacer, mais je vous dirais qu'on fait d'autres choses aussi. On fait d'autres choses parce que nous, comme gouvernement, on remet des services de proximité. Alors, il y a eu dans le passé des gens qui ont eu à se déplacer pour aller chercher des services spécialisés, même de base, dans une distance importante. Et nous, ce qu'on fait dans notre gouvernement, on replace des services de proximité pour justement diminuer ces déplacements. Alors, on n'agit pas seulement à revoir la politique de déplacement, mais on déplace les services à proximité des citoyens. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-Madeleine. Monsieur le Président, en plus d'être malades, en plus de se déplacer, les patients des régions doivent porter le poids financier d'une absence au travail. Ils doivent puiser dans leur fonds de retraite souvent. Ils laissent leur famille à l'abandon pour se faire soigner, souvent pendant plusieurs semaines. C'est une question de simple équité et il faut agir rapidement. On a choisi de ne pas offrir des soins spécialisés et surspécialisés en région. On ne peut pas faire porter le poids de ce choix-là sur les patients et sur les malades. Est-ce que la ministre a au moins entrepris des discussions avec le Conseil du Trésor? Ministre de la Santé et des Services sociaux. Mais, Monsieur le Président, effectivement, il faut agir sur plusieurs fronts. Alors, nous, on continue de développer des services de proximité qui avaient été trop centralisés par le gouvernement libéral et on va développer davantage aussi de télémédecine. Et ça va faire vraiment du bien dans les régions du Québec. Et en plus, on va revoir cette politique de déplacement des usagers, encore une fois, qui date de trop longtemps. Donc, moi, je veux rassurer la population, certainement des régions. On va s'occuper de ce dossier-là, mais de plusieurs façons, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Mercier. Monsieur le Président, hier, le gouvernement a publié un décret mammouth pour affaiblir le système de réglementation du ministère de l'Environnement. Le ministre veut réduire de 30 % les demandes environnementales et il arrive à ça comment? Eh bien, en exemptant plein d'activités industrielles, agricoles, minières de l'obligation d'obtenir des autorisations. De la même façon que pour les caribous, de la même façon que pour les belugas, à la CAQ, on protège l'environnement en affaiblissant les règles environnementales. Monsieur le Président, c'est comme si on décidait d'éliminer les limites de vitesse parce qu'on n'avait pas assez de patrouilleurs sur les autoroutes. L'efficacité, j'en suis. Et j'ai même une solution pour le ministre, augmenter le nombre de patrouilleurs dans son ministère. Ça fait des années que les effectifs stagnent alors que les besoins explosent. Pourquoi est-ce que le ministre préfère laisser des entreprises polluer à leur guise au lieu de demander de l'argent et des ressources du Conseil du Trésor pour lui permettre de faire sa job comme il faut? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci pour la question. En fait, j'ai lu l'article ce matin dans Le Soleil aussi clairement. Malheureusement, la collègue n'a pas lu le projet de règlement qui a d'ailleurs été souligné par plusieurs organisations, autant environnementales, autant le milieu municipal, autant les gens d'affaires, parce que c'est une réforme qui était attendue depuis 1972, la dernière fois que la réglementation a été revue. Depuis, de bon nombre de règlements ont été ajoutés sans qu'il y ait de délagage de réaliser par rapport aux avancées technologiques notamment. Et le principe même de cette réglementation, c'est qu'on n'allège pas les exigences environnementales. Et c'est là où je dis malheureusement la collègue n'a pas lu le projet de règlement en question parce que les exigences réglementaires sont maintenues au niveau des normes, au niveau des seuils.
On vient caractériser les risques environnementaux. Donc, pour des projets qui n'engendrent pas de risques environnementaux, oui, il y aura une simplification de fait. Et c'est à se demander si la députée, la collègue, est à l'écoute du milieu municipal qui en fait une revendication depuis plusieurs années maintenant. Première complémentaire, Madame la députée. Parmi les activités que le ministère ne surveillera plus, il y a la pratique scandaleuse d'enfuir des matières recyclables dans les dépotoirs. Les dépotoirs vont pouvoir passer notre recyclage pour des matières qui peuvent aller dans les sites d'enfouissement. Ils appellent ça des couches de recouvrement. Eh bien, moi, Monsieur le ministre, j'appelle ça du blanchiment de... Monsieur le Président, j'appelle ça du blanchiment de déchets. Est-ce que c'est comme ça que le ministre compte régler la crise du recyclage? Monsieur le ministre de l'Environnement. Décidément, non seulement la collègue n'a pas lu le projet de règlement, mais elle n'a pas non plus... Je vais faire leader du... Là, ça fait 3 ou 4 fois que le ministre de l'Environnement affirme que la députée de Mercier n'a pas fait son travail et qu'elle ne lit pas les décrets qui sont publiés par le Conseil des ministres. Ça, c'est remettre en question sa conduite. Je vous demande, s'il vous plaît, de demander au ministre de l'Environnement de respecter la députée de Mercier qui, quand elle pose des questions... S'il vous plaît. Non, on ne fera pas un long débat, Monsieur le leader du gouvernement, très rapidement, mais je ne veux pas en faire un long débat. Là. Monsieur le Président, le ministre de l'Environnement répond à la question en faisant état des incongruités qui sont soulevées en lien avec sa... Je vous ai entendu. Je vous demande encore une fois d'être conscient et de prudent dans ce que vous dites. Monsieur le ministre de l'Environnement, je m'adresse aussi à vous. On revient à la question et à la réponse. Je serai prudent. Je veux simplement dire qu'elle a mal interprété le règlement en question pour une raison fort simple. Elle a aussi peut-être mal suivi l'actualité des dernières semaines. Il y a plusieurs réponses qui ont... Monsieur le ministre, il y a moyen de dire des choses, il y a moyen de changer, il y a moyen de répondre également. Je vous demande votre collaboration à nouveau. Je viens de le faire et je le répète. Je dirais dans ce cas qu'il était peut-être à l'extérieur du pays lorsque nous avons parlé de consignes. Non, Monsieur le ministre de l'Environnement, je pense que quand je demande... C'est assez. Non, c'est assez. Monsieur le ministre de l'Environnement, je vous l'ai dit S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Environnement, je vous l'ai dit 2 fois plutôt qu'une. Je vous demande encore une fois, puis quand je le dis, c'est pas pour faire autrement par la suite. Alors, je pense qu'on se comprend très bien. J'imagine qu'on se comprend très bien. Alors, je vous demande d'être extrêmement prudent et de ne pas répéter. En d'autres mots, ce que vous venez de dire est répété à quelques reprises. Je pense que c'est clair, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Très prudent. Au cours des dernières semaines, nous avons largement fait état de notre volonté de réduire l'enfouissement, notamment avec une politique qui tend vers l'enfouissement zéro. On a largement parlé de consignes, on a largement parlé de modernisation de la collecte sélective et un élément qui peut-être n'a pas été, je serai prudent, Monsieur le Président, peut-être n'a pas été suffisamment évoqué. Des primes à Deuxième complémentaire, Madame la députée de Mercier. Encore une fois, je vous demande de la prudence. Monsieur le Président, le ministre sait très bien qu'il a pris une mauvaise décision. La commission parlementaire sur le verre vient tout juste de recommander d'interdire cette pratique choquante d'enfuir le verre. Oui, les députés qui sont dans la commission à la CAQ, qui sont ici, ils ont dit qu'il fallait interdire cette pratique. Ils étaient d'accord avec ça. Si le ministre ne va pas écouter Québec solidaire, est-ce qu'il pourrait au moins respecter ses collègues et écouter leurs recommandations? OK, on commence par jouer. Je viens d'entendre. Encore une fois, je vous le dis, c'est des deux... Non, oui, c'est des deux côtés. Je viens de le dire. J'ai été très clair avec le ministre. J'ai demandé votre prudence et votre collaboration. En début de période de questions, on a tous parlé d'attitude et de façon de faire. Je pense qu'on va s'y conformer. Tout à fait. Alors, je vous demande, et je pense que ça a été clair, on est en réponse du ministre. Monsieur le ministre. Oui, en fait, c'est aussi ce qui a été annoncé au moment de l'annonce sur la consigne, c'est-à-dire on tend vers l'enfouissement zéro, des redevances nettement plus élevées au niveau du verre et de toute autre substance notamment, et tout ça parce qu'au cours des dernières années, on n'a pas agi sur ces questions. J'ai fait état des nombreux rapports commandés par le Parti libéral. J'ai le Parti québécois qui, pendant ces années au pouvoir, n'a pas du tout abordé la question. Sinon, en fait, la question n'a pas été précisée. Il est vrai que l'ancien ministre de l'Environnement du Parti québécois a accumulé des centaines de bouteilles de vin vides, mais il n'a jamais précisé, par contre, si c'était... Monsieur le ministre.
Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Environnement, j'approche d'un premier avertissement et d'un premier appel à l'ordre. Je vous demande d'être extrêmement, je vous avais dit d'être extrêmement prudent, je suis à la limite. Monsieur le leader du gouvernement, je pense que je suis clair, je vous l'ai dit, je le répète. Il reste du temps à votre réponse. Je vous demande d'être extrêmement prudent sur sa finalité. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Je vais me permettre une question de règlement. Écoutez, là, il y a comme une accumulation. Il y a un député qui est... Non, monsieur, la parole est au leader de l'opposition. Monsieur le leader du gouvernement, vous asseyez. Monsieur le ministre de l'Environnement, vous asseyez. Monsieur le leader, rapidement, vous dites votre... Il y a une accumulation, et je vais me permettre de vous dire, Monsieur le Président, qu'à cette accumulation-là s'ajoute la réaction systématique des banquettes gouvernementales, notamment du premier ministre, qui s'esclave de rire à chaque infraction que vous signalez au ministre de l'Environnement. Donc là, on vient de parler de réforme parlementaire, on vient de parler de climat. Ça serait bien que 12 minutes après la volonté de collaboration, il y ait un petit peu de collaboration. OK. Je pense que c'est... Député Lapinière, est-ce que vous avez la parole? Vous êtes debout? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Non, ça ne change rien. Je suis encore ici, vous le savez. Monsieur le député de Lapinière, encore une fois. Monsieur le leader du gouvernement, en 5 secondes, parce que la période est close, et je pense que je vais rappeler à tous la façon de faire. Ce que vous avez dit au début, il faudrait peut-être que ce soit le reflet de ce qu'on fait également pendant cette période de questions. Bon. Monsieur le Président, dans un premier temps, il ne faut pas tout mélanger. J'espère... Monsieur le leader. J'espère qu'on va pouvoir conduire les travaux sur la réforme parlementaire sereinement. Et Monsieur le Président, il faut distinguer les choses. Nous sommes dans une période de questions et de réponses orales. Le ministre de l'Environnement a fait référence à un ancien ministre qui ne siège pas ici sur un état factuel des éléments. Est-ce correct, Monsieur le leader du gouvernement? Non, Monsieur le leader du gouvernement. Écoutez, Monsieur le leader de troisième opposition, je pense que j'ai été tellement clair. Par équité, je vous laisse un 5 secondes. Je peux même pas croire qu'il cherche encore à défendre après 3 rappels à l'ordre, Monsieur le Président. Honnêtement, la collaboration, ça se fait à plusieurs, mais là, c'est mal parti. Et je pense à l'ancien collègue ministre de l'Environnement qui doit effectivement être dans ses beaux souliers présentement, d'avoir été traité de ce genre. C'est pas digne de l'Assemblée nationale. Alors, je m'attends. Monsieur le leader. Que le leader parlementaire. Monsieur le ministre de l'Environnement, je me suis adressé à vous. Vous connaissez l'article 35, à l'adresse de qui que ce soit, la notion de respect pour les députés. C'est l'article 35, vous le connaissez. Je lui ai dit que c'était déplacé. Je ne peux pas être plus clair. Monsieur le ministre de l'Environnement, je me suis adressé à vous à 3 reprises. Monsieur le leader du gouvernement, vous avez pris la parole également. La période de questions est terminée. Mais on a parlé il y a 2 instants. De l'attitude et la façon de faire. Je ne peux pas être plus clair. Il reste 6 secondes. Monsieur le leader, je pense qu'on a bien discuté, on a étudié ce qu'il y avait à dire. Oui, mais je pense que le dossier est clair. Je pense que c'est clair. Il reste 6 secondes à la réponse du ministre. Je demande au ministre de poursuivre et de compléter sa question. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, vous faites référence à un membre de l'Assemblée qui n'est plus membre de l'Assemblée. Là, donc, vous dites... C'est une notion de respect. Je pense que c'est clair. Je pense que vous l'avez tous compris. Je pense qu'on le comprend tous. Je pense que le débat s'est fait. Tous se sont exprimés. 6 secondes, Monsieur le ministre de l'Environnement. Il vous reste ce temps-là si vous voulez le compléter. Sinon, votre réponse est terminée. Je voulais juste laisser savoir si l'ancien ministre souhaitait instaurer la consigne. C'est tout. Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales. Qu'est-ce que c'est ça? Merci.